Nous sommes à Montréal le 5 novembre 2025. Nous sommes en compagnie de notre invité Louis-Philippe Hébert. Monsieur Hébert, pouvez-vous vous nommer et vous décrire en quelques mots, quelques phrases? Oh là là, c'est l'exercice le plus compliqué que vous pouvez me demander. Euh, je suis né en 1946 à Verdun. Euh, Mon grand-père était maire de Verdun. J'ai eu le bonheur d'être le premier bébé baptisé à l'hôpital de Verdun, entre autres parce que j'étais chétif et on ne me prédisait pas un long avenir. Donc, on préférait ne pas m'envoyer dans les limbes tout de suite, mais me garder une place au paradis au cas où ça arriverait. J'ai survécu finalement très longtemps et j'ai eu la chance de... En fait, la chance, c'est une drôle de chose. C'est une drôle de chance, que je veux dire. À l'âge de 4 ans, je marchais avec un petit chien et un de mes amis de l'époque et sa mère sur le long de la rivière Richelieu, sur le trottoir dans la rue, c'était marqué euh, rue Barrée. Mais la dame, en fait, la mère, a regardé ça et a dit: oui, mais le trottoir n'est pas barré. Fait qu'on a donc avancé comme ça. Et on s'est approché progressivement d'un lieu où il y avait un quai en béton qui était en train d'être démoli. Alors, on le faisait exploser à la dynamite. Et tout à coup, en marchant sur le trottoir comme ça, j'ai vu une espèce d'écran rouge devant moi et je suis tombé de la verticale à l'horizontale. Je suis tombé sur le trottoir. Et cet accident-là, Ben là, ils m'ont emmené, parce que là, ça saignait, le sang coulait comme jusqu'à 3 pieds devant moi. Ils m'ont amené dans une maison sur le bord de l'eau et ils ont appelé un médecin. Ils ont pris des guenilles qui étaient dans le lavabo, puis ils ont mis ça sur le truc pour empêcher le sang de sortir. Et ben, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir mourir. Quand le médecin est arrivé, ils ont fait les tests pour vérifier si j'étais encore en vie, mais j'étais plus en vie. Moi, je voyais tout du haut. C'est banal, mais ça arrive à tout le monde. Je voyais tout du haut du plafond. Et je voyais aussi le petit chien qui pleurait. Puis, bon, je me suis dit, je ne peux pas laisser un petit chien pleurer comme ça. Je pense qu'il pleurait parce qu'il était énervé, tout simplement parce qu'il se passait des choses auxquelles il n'était vraiment pas habitué. Alors, je suis revenu. Et voilà, c'est qu'une nouvelle vie qui a commencé. Très vite, j'ai appris à lire, à écrire, à compter par moi-même. Et on m'a donc fait sauter, comme on disait à l'époque, fait sauter une année. Je suis entré en deuxième année plutôt qu'en première année. Ce qui était un petit peu embarrassant parce que euh, quand vous êtes très très jeune, que vous avez 5 ans, la différence entre un enfant de 5 ans et un enfant de 7 ans est énorme. Et en plus, c'est des groupes qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà été en première année, puis maintenant ils étaient en deuxième année. Bon, alors je me suis retrouvé très rapidement dans un milieu relativement hostile, dans lequel j'ai réussi à me débrouiller malgré tout. Et c'était un peu étrange parce que je vous fais ça, là, je vais essayer de résumer ça à un moment donné. Ça a été un peu étrange parce que rendu en sixième année, si ma mémoire, ou en cinquième année, euh, les gens qui s'occupaient de l'école ont dit cet enfant-là n'est pas normal. Mais là, mes parents ont dit: on le sait, il est anormal, évidemment. Alors, on a dit dans un collège à Montréal,
Ils font des tests qui durent 2 jours, qui sont des tests complets d'intelligence, de connaissances, de mathématiques, de tout, en fait. Et profitez-en, c'est gratuit. Profitez-en pour passer le test et vous verrez à quel point il peut être retardé, arriéré sur le plan de son développement mental. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait venir mes parents après les 2 jours de test. C'est des tests objectifs, là, où il faut cocher, puis bon, etc. Et là, ils ont dit, on a un problème avec les résultats de votre fils. Mes parents se sont regardés, puis ont dit, bien sûr, c'est évident, on le savait, là, c'était bizarre. Hein. Fait qu'ils ont dit, c'est quoi le problème? Ils ont dit, le problème, c'est qu'il a les connaissances et les aptitudes d'un étudiant qui aurait terminé sa 11e année. J'étais en 5e année. Alors, vous étiez en 5e année anticipée parce que vous aviez sauté la première en plus? En plus, En plus. oui. Alors, ils ont dit, mais c'est comme impossible. Alors, mes parents ont posé la question, oui, mais est-ce que vous êtes allé plus loin dans les tests? Bien, ils ont dit, on n'est pas allé plus loin dans les tests parce qu'il n'y a jamais personne qui s'est rendu à la fin des tests. Même les étudiants de 11e année n'arrivaient pas à se rendre là. Alors ça a été bien. Vous allez voir, c'est un long préambule, mais ce préambule-là a une raison. C'est que de la personne qui était comme en difficulté d'apprentissage, imaginez, c'est incroyable quand même, de l'arriéré, là, je suis passé en l'espace de quelques heures à génie. Alors, mon statut a changé complètement. J'étais devenu un génie officiel, là, avec mes lettres patentes de génie. Ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses dans la vie. C'est magnifique d'avoir pu passer ces tests-là. Et j'ai eu droit, en tout cas, à beaucoup comment dire, de traitements spéciaux quand j'étais en train de faire mes études, parce que les gens disaient, bon, ben, je donnais, en fait, quand j'étais au tout début du cours classique, je donnais des conférences sur les civilisations extraterrestres et comment, à l'époque, la religion était importante, et comment on pouvait réagir et penser que il n'y aurait eu qu'un seul émissaire de Dieu sur peut-être 200 000 civilisations extraterrestres. Ça n'avait comme aucun sens. Et c'était bien parce que j'étais chez les Jésuites, et les Jésuites ont beaucoup le sens du paradoxe, ont beaucoup le sens de thèse, antithèse, synthèse et tout. Alors, ils aimaient ça. En fait, j'avais un bon public. Et voilà, alors on déboule vers l'université. J'arrive à l'université, je dis j'ai mon plan de cours, je sais ce que je veux faire. Je veux faire ma maîtrise en associant, parce que je m'y intéressais depuis longtemps, en associant les ordinateurs à l'écriture, à la littérature. Puis la maîtrise c'est-à-dire votre cours à l'université, c'est en quelle université, ça? L'Université de Montréal. À l'Université de Montréal. Et là, il y avait une personne qui était chargée, une registraire, qui était chargée de... Alors là, elle s'est mise à crier, comme si elle était agressée, au moins mentalement. Elle dit, c'est impossible, vous êtes soit du côté de la science, soit du côté de la littérature. Vous ne pouvez pas faire un lien entre les deux. Et il n'est pas question de vous donner la moitié des cours ici, puis la moitié des cours à Polytechnique. C'est ce que je demandais, finalement. C'était pas compliqué. Maintenant, c'est d'une banalité totale. Tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, ben, c'était bien évident. » Mais ça ne l'était pas en 1967. Alors... elle a dit, premièrement, voici votre plan de cours, vous ne pouvez pas rien changer, c'est la première année, c'est comme ça. Et elle a pris une feuille, comme recto verso, comme ça. Et cette feuille-là était un peu étrange. Il y avait une liste de 100 titres de livres, et c'était
bon, 50 d'un côté, 50 de l'autre. Et elle disait, vous devez avoir lu ces 100 titres-là d'ici la fin de l'année, parce qu'à la fin de l'année, il va y avoir une interrogation orale et une interrogation écrite. Ah, j'ai dit, là, vous commencez à m'intéresser. J'aimais beaucoup les défis. Et là, je regarde la liste et je fais ça avec mon doigt, comme ça, puis je lui redonne. Ben là, elle dit, vous n'avez pas compris, là, il faut les lire. C'est pour ça qu'on vous a donné la liste. Oui, mais j'ai dit, premièrement, je l'ai apprise par cœur. Et deuxièmement, tous ces livres-là, je les ai déjà lus. Vous n'auriez pas d'autre chose à me faire lire. Alors, ça a très mal commencé, ma relation avec l'université. Et j'ai rencontré des gens de Polytechnique avec qui je me suis bien entendu. Ils avaient il y avait Jacques Urtubise qui était dans ce coin-là aussi. Ils avaient des magazines. Je ne me souviens plus des noms de ces magazines-là, mais toutes sortes de petits magazines. Il y en a un, ça s'appelait le Nouvel Obsédé, c'était pour le Nouvel Observateur, et il y en avait d'autres aussi. Alors, j'ai collaboré parfois à ces magazines-là, c'était des amis, des gens de Polytechnique. J'ai même, à un moment donné, eu la chance de faire une liste d'opérations que je voulais voir effectuées par l'ordinateur de Polytechnique, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès, il fallait passer par un technicien. C'était impossible d'y aller par soi-même. Moi, j'aime pas beaucoup les intermédiaires, je voulais y aller directement. Non, il fallait passer par un technicien. Mais si on revient en arrière un peu, comment vous vous étiez intéressé à l'ordinateur puis à l'informatique dans un premier temps? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez vu quand vous étiez vers la fin de l'école ou comment ça? Ben, je lisais beaucoup, on appelait ça la cybernétique à l'époque plutôt que l'informatique. Je lisais beaucoup sur ce domaine-là. C'était un domaine qui m'intéressait vraiment, qui me passionnait. J'avais lu à peu près, je ne sais pas combien de livres. Je faisais de l'astronomie aussi en même temps. Pas de l'astrologie, mais bien de l'astronomie. Et je faisais des observations du Soleil. Je me demande même comment est-ce que j'ai pu faire ça, là, mais ça prend un bon filtre, mais si le filtre éclate, on est aveugle de l'œil en question. Mais maintenant, il fonctionne avec des téléphones, alors ça va sur le téléphone. Alors, j'observais les taches solaires, le déplacement des taches solaires, et ça me permettait évidemment de savoir que le Soleil, c'était pas juste une boule jaune. Alors, mais ça m'intéressait beaucoup, ça, parce que, évidemment, en astronomie aussi, il y avait des calculs à faire, il y avait des trucs comme ça. Et l'informatique, enfin, la cybernétique à l'époque, me paraissait très, très intéressante. Est-ce que vous en entendiez parler à la radio, à la télé? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on est dans les années 60. On n'entend pas parler de ça, là. Je veux dire, je pensais... Là, donc, c'est une question spécialisée. J'avais mon statut de génie, mais je passais vraiment pour quelqu'un de très, très à part. Là. Comment ça se fait qu'il s'intéresse à ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Bon, alors, et pourquoi il commence à donner des conférences dans notre collège? Voilà. Mais j'avais salle comble quand je donnais mes conférences. Alors, ça m'avait bien plu. Et évidemment, ben, ça a été le désastre. Je me suis résigné à les suivre des cours de lettres. Et je dois dire que j'ai eu un problème avec un professeur qui faisait une analyse d'un poème de Baudelaire. Et il était complètement dans les patates. Et à un moment donné, j'ai levé ma main, je ne pouvais plus résister. Et j'ai dit, mais vous êtes complètement en dehors, vous ne comprenez pas le poème, là. Ça n'a aucun sens, là. Vous êtes vraiment en train d'avoir une espèce de vision catholique d'un poème qui est un poème complètement athéiste et compagnie. Une espèce de poème de révolte, comme Baudelaire peut le faire. Et là, le professeur, on était dans un amphithéâtre, la première année. Je déteste les amphithéâtres. Alors, on était là, et là, le professeur dit, oui, mais de quel droit pouvez-vous juger mon analyse
de ce poème, ben, là, j'ai dit, écoutez, j'ai lu, écrit, analysé plus de poésie que jamais vous n'en lirez, écrirez et analyserez durant toute votre vie. Alors, évidemment, j'avais les rieurs avec moi, les gens applaudissaient, tout ça, mais quand je me suis rendu à la porte, j'étais tout seul à sortir. Et là, évidemment, vous sortez, vous n'avez pas aucun droit d'être ici. Alors, à la porte, avant, je me suis retourné et j'ai dit des paroles que je voulais prophétiques. J'ai dit, je ne reviendrai à l'université que pour enseigner. Alors, évidemment, là, ça a été l'esclandre total. Je suis parti de là. Puis, je me suis mis à travailler en librairie. Alors, j'ai bien aimé ça, travailler en librairie. J'ai beaucoup fait en librairie, en fait. Et la librairie, c'était comme là où je finissais toujours par arriver parce que comme j'avais lu beaucoup, que j'avais beaucoup de connaissances sur le plan littéraire, ben, je trouvais toujours un emploi facilement en librairie. Alors, le sort, le destin devait rigoler parce que l'année suivante, j'étais devenu professeur au secondaire, dans la première polyvalente construite au Québec. Et je me retrouvais avec des étudiants et tout ça, avec qui j'ai eu un plaisir fou, mais vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, sauf que j'avais 4 classes de 40 élèves dans chaque classe. Ça m'en faisait 160 en tout. Ça faisait beaucoup, puis je trouvais que la technique d'enseignement, puis la méthode d'enseignement, puis le contexte aussi. Il y avait des agents, Pinkerton, des agents de sécurité, là, comme maintenant la Garda, là, qui étaient dans les corridors et qui faisaient la discipline dans les corridors d'une polyvalente. Mais vous disiez que c'était la première lieu polyvalente. d'éducation. C'était la première polyvalente au Québec. Construite. La première construite au Québec. Oui. Donc, est-ce que c'était un nouveau modèle? On ne savait pas comment faire ça? Ou est-ce que c'était un environnement particulièrement difficile? C'était brutaliste, c'est-à-dire de béton partout, du béton rugueux, jamais couvert de quoi que ce soit. Des salles sans fenêtre. Moi, j'avais la chance d'avoir une salle avec fenêtre, mais il y a des salles de cours où il n'y avait pas de fenêtre. Enfin, c'était une horreur totale. Puis là, vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, là, j'ai dans la, 20 ans, 21 ans. D'accord. On est en 67, 68, là. OK. Et donc, je suis encore un jeune mousse, là. Et, mais j'aimais bien ça enseigner, mais je suis retourné par la suite. On m'a réinvité pour fêter, je ne sais pas trop quoi, les 50 ans de mon enseignement là-bas et tout, avec une personne qui s'appelle Lejeune, qui a d'ailleurs fondé une école au Mexique depuis, mais en tout cas. Et là, j'ai pu constater que maintenant, c'était 5 classes de 40 et non pas 4 classes de 40, qui est une aberration. Et moi, il y avait quand même une salle, c'était vraiment magnifique parce qu'ils avaient bâti une salle de théâtre qui était vraiment bien bâtie. C'est une très, très belle salle de théâtre. Alors, avec les étudiants, j'avais monté une pièce de théâtre, avec les étudiants de secondaire 4-5. On avait monté une pièce de théâtre où on faisait tout, là, y compris la vente de billets, l'organisation, tout était fait par les étudiants. Et quand je les ai revus, je leur ai dit, bon, là, ça se plaignait un peu, c'est difficile, etc. Je leur ai dit, oui, mais vous avez une salle extraordinaire juste à côté qui vous permettrait de faire du théâtre à volonté. C'est quand même un luxe incroyable. Ben, ils m'ont dit, ben non, ça ne marche plus comme ça. La salle est louée à l'année pour des trucs commerciaux. Puis
puis là, vous œuvrez dans cette école-là, c'est une nouvelle période, c'est un nouveau moment. Il y a des polyvalentes maintenant, tout ça, vous êtes enseignant. Et comment est-ce que l'informatique revient dans votre vie? Ou est-ce que vous continuez à vous intéresser à ça, mais vous n'avez pas accès à un ordinateur? Là, je n'ai pas accès à des ordinateurs. Les premiers Atari, les Sinclair et tout, ne sont pas encore vraiment sortis. On est dans une espèce de période de transition un peu floue. C'est aussi au Québec, la grande noirceur, c'est pas fini encore. En tout cas, c'est vraiment une période cheville là, entre deux mondes. Et je me retrouve finalement avec un emploi d'éditeur. Bon, là, cette fois-là, mon arrogance m'avait servi parce que pour la Bibliothèque nationale et les archives à Ottawa, et je leur ai dit, ben, écoutez, moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai publié 5 livres, c'est vrai que c'était vrai à part ça. J'en ai corrigé je ne sais pas combien parce que je travaillais pour une maison d'édition qui s'appelait L'Estérel, puis ils me confiaient des livres à corriger. J'ai dit, vous avez devant vous quelqu'un qui est au sommet de l'échelle. Alors, ça a été bon pour et pour mon ego et pour mon salaire. Et là, j'ai appris des choses. Il y avait à la fin, parce que ça finit à Information Canada, il y avait des minis qui étaient installés sur place. Puis il y avait des informaticiens qui étaient là. Fait que là, j'ai pu enfin refaire mon contact avec eux. Et on a fait toutes sortes d'expériences, qui n'étaient pas des expériences de création, mais qui étaient des expériences plutôt basées sur des statistiques, parce que c'était à peu près à ça que ça servait à ce moment-là. Faire des payes, puis faire des statistiques. Et c'est resté comme ça. Puis finalement, ben, vous allez voir, c'est un peu compliqué, là. Je suis revenu, j'avais une ferme à Saint-Denis-sur-Richelieu. Je me suis mis à élever, comme le grand classique, à élever des poules et à rebâtir mes bâtiments, puis ma petite ferme, puis à bûcher l'hiver mon bois et tout ça. Je suis revenu vraiment à quelque chose de très terre-à-terre. Est-ce qu'on est dans les années 70 à ce moment-là? On est dans Ça les fait années partie du 70. mouvement. Ouais, oui, c'est comme la fin du mouvement hippie, là. Ah ouais. L'autosuffisance et tout ça. Alors, on me demande à l'Université d'Ottawa, là, je commence à crever de faim, par exemple. C'est bien beau, les fermes, là, mais, puis les œufs, puis tout ça. Mais là, je commence à crever de faim. Alors, je commence à chercher un peu à diversifier ma clientèle. J'ai plus de salaire régulier. Là. Avant, j'avais un salaire régulier. Là, j'ai plus de salaire. Et on m'offre des charges de cours dans les universités. Donc, ma prophétie se réalise. Enfin, j'ai mes charges de cours dans les universités. C'est très drôle parce que on me l'offre à l'Université d'Ottawa, à l'Université du Québec, à l'Université Laval. En fait, c'était mes trois. Et je faisais ça en avion, d'un endroit à l'autre. J'étais le professeur volant. Et j'avais beaucoup de plaisir parce que là, j'étais aussi avec des étudiants qui étaient au niveau de la maîtrise, donc c'était plus agréable. Là. Quoique, parfois, il fallait vraiment que je leur enseigne certains rudiments de syntaxe et d'orthographe et de grammaire. Mais enfin, on a eu beaucoup de plaisir quand même. Et voilà, fait que je donnais mes cours. Puis à un moment donné, ben, j'avais fini, j'étais allé donner le dernier cours à l'Université d'Ottawa. Et cette fois-là, je n'avais pas à faire le circuit. Alors, j'étais allé en voiture. Puis, je m'étais, pendant la durée, la session, je m'étais fait ami avec... j'étais en premier à aller sur la place pour voir mes anciens bureaux d'Information Canada. Bon. C'est une nostalgie bizarre, là, de aller voir mes anciens bureaux. Alors, j'arrive dans mes anciens bureaux, mais maintenant, c'est un magasin. Alors, il y a des grandes vitrines et tout. Bon, ben, ça a changé.
Et je rentre là, et ça s'appelle Computer Innovation. Et je rentre là, puis il y a un bonhomme qui s'appelle John Bobach qui est là. Et je me lie d'amitié avec lui. Puis là, je lui dis, écoute, je sais ce que c'est, moi, les ordinateurs. Tu sais, j'ai fait des trucs avec Polytechnique, bon, et tout ça. Puis bon, on a plafonné à un moment donné. J'ai dit, ça, c'est des jouets. Fait que là, il commence à m'expliquer ce que c'est qu'un microprocesseur, puis pourquoi c'est un micro-ordinateur. C'est pas parce qu'il est petit, c'est parce que c'est avec des microprocesseurs. La guerre au Vietnam, les engins téléguidés. Ah, boy! Et un Apple II, première génération, 16 cas de mémoire, et c'est tout, là. Puis je me souviens que je l'ai mis dans mon auto, puis j'ai réalisé tout à coup que l'ordinateur que je venais d'acheter valait plus cher que la voiture. Alors, parce qu'à l'époque, c'était 3 000 à 4 000 $ s'acheter ces jouets-là. Alors, j'arrive à la ferme, j'allume l'ordinateur. Il y a un astérix qui apparaît dans le coin gauche de l'écran, supérieur gauche de l'écran. Et c'est tout. Maintenant, programme mon vieux. Alors, j'ai passé l'été à apprendre la programmation, à faire des programmes, à apprendre la programmation, à designer des traitements de texte, des bases de données, des logiciels comptables. En fait, tout ce dont j'avais besoin comme outil, personnellement. Et à l'UQAM, il y avait un groupe qui commençait à se former, qui était un groupe qui s'intéressait à la micro-informatique. Alors, on avait vraiment l'impression, c'était comme dans les catacombes, hein, on était vraiment dans un endroit où il n'y avait pas de fenêtre, là, encore une fois. Et on s'échangeait des trucs comme ça. Il y avait des gens qui n'avaient même pas d'ordinateur. Il y en a d'autres qui en avaient. Les programmes étaient inexistants, il n'y en avait pas. Ou s'ils étaient là, c'était des anciens programmes faits pour COBOL ou Fortran qui avaient été comme downsizés pour faire ça. Est-ce qu'on est en 1979, 1980, si on a Oh, l'Apple II? 70, 11, 12 maximum, là. On est dans ces années-là, là. 72, je dirais, moi. Ah oui. Et alors, il existe dans les tavernes, une époque où il y avait des tavernes, donc on pourrait toujours regarder à quelle date c'est arrêté. Il y avait un téléviseur. Les téléviseurs, c'était un écran cathodique, là, donc une espèce de gros truc. Alors, qui était à l'horizontale, comme ça, dans une table, et de chaque côté, il y avait 2 manettes. Et ça s'appelait un jeu de Pong. Alors, il y avait... Les manettes contrôlaient une palette, mais c'était une ligne de 3 carreaux, là, ou 4 carreaux. Et là, la balle allait d'un à l'autre, puis là, évidemment, bien, il s'agissait d'une sorte de tennis de table, si on veut. Et je pense que, en fait, dans mon esprit à moi, le premier jeu vidéo, c'est le jeu de Pong. En fait, c'est le premier jeu vidéo auquel les gens ont été confrontés, c'était le jeu de Pong. Puis c'est celui-là que vous avez vu dans ce club de l'UQAM, où je confonds, là, c'est dans... Pardon. Non, les tavernes, on est dans les Dans les tavernes, dans les tavernes. Ben, Près de l'UQAM l'UQAM, puis les tavernes, c'est c'est ça. pas très loin. Dans les tavernes près de l'UQAM ou... Voilà. Oui, c'est ça, on est à Montréal. Donc, On est à Montréal. OK. Ouais, c'est le début, c'est l'arrivée des jeux vidéo, finalement. Alors, en même temps que je fais ces trucs-là, j'ai un Atari qui vient d'arriver, un beau modèle, là. L'ordinateur qu'on branche sur sa propre télévision, c'est ça? Oui. Eh bien, tout se branchait sur sa propre télévision, là, Tout à fait. à moins d'avoir beaucoup d'argent pour acheter un moniteur. Puis les moniteurs étaient en noir et blanc, ou en vert et blanc. Alors, c'est ça. Fait que je commence à jouer avec le Atari aussi. Ma fille, ma fille, à ce moment-là, commence à jouer aussi avec ce jeu-là. Là, il y avait des jeux un peu comme Tetris ou des jeux comme ça qui étaient pas mal plus intéressants que le jeu de Pong en tant que tel, mais qui est à peu près le même principe, là. Je commence à programmer. Puis là,
moi, le groupe, le petit club de programmation qui est là, ben, je leur dis, si vous voulez un traitement de texte en blanc, si vous voulez base de données, un logiciel comptable. Puis là, on me dit, mais oui, c'est correct, mais là, j'ai changé d'imprimante. Et là, ça communique plus. Ben, je dis, oui, c'est correct, là, ça communique plus, il faut le reprogrammer pour... Oui, mais moi, je ne sais pas programmer, tu sais. Alors, donc, peux-tu le faire pour moi? Alors, oui, mais à un moment donné, il fallait que j'arrive à vivre, là. Comment vous avez, je reviens un peu en arrière, comment vous avez appris à programmer avec votre premier ordinateur? Avec l'ordinateur. Est-ce qu'il y avait un logiciel dans l'ordinateur? Non. Est-ce que vous étiez abonné à un magazine qui vous montrait du non, code? Non. Il y avait des... j'avais une amie qui vivait à la campagne comme moi, là, et son chum vendait des livres pour McGraw-Hill, mais il y avait des livres informatiques. Et à ce moment-là, ben, c'est de ça dont je me servais. J'étais capable de les lire en anglais. Je n'avais pas de problème avec l'anglais. Alors, je sortais d'Ottawa. Alors, j'avais appris l'anglais de force. Alors, ben, c'est ça. Alors, Donc, vous commencez à distribuer vos ouais. logiciels que vous faites à l'UQAM dans le club d'informatique. Ouais. Les gens soutiennent une demande. Puis là, c'est ce qui vous amène à considérer Ben là, de créer une société d'édition, finalement. et eux, c'est les gens à qui j'ai donné qui me disaient « Ouais, mais là, c'est un cadeau, c'est un mauvais cadeau. Là, on s'habitue de travailler avec un de tes logiciels, puis après ça, oups, c'est fini, ça ne marche plus. Fait que là, j'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est gratis, je vous les donne. » Alors, ils ont dit « Ben, écoute, là, ce que tu devrais faire, c'est que tu fondes une compagnie, une société, tu engages du monde, tu fais du service après-vente, puis tu vends les produits. On est prêt à payer pour. » Alors là, le poète qui avait écrit plus de poèmes que le prof, là, il se retrouvait tout à coup mis devant un défi incroyable. Fonder une compagnie, ah ouais. Alors, ben, j'ai loué un local à Montréal, dans le Vieux-Montréal. Et j'ai engagé du monde parce que je n'arrivais pas à faire tout seul. Au début, j'avais un ordinateur puis un téléphone fixe, évidemment. Et au bout d'un certain temps, bon, on était 2, on était 3, on s'est monté jusqu'à 60 à peu près. Puis là, vous fondez Logidisc ou ouais. les éditions Logiques? Non, ça, c'est Logidisc, ça. Donc, Logidisc vient avant, finalement, les éditions Logiques. Oui, parce que Logidisc est apparu avec l'arrivée des disques floppy. OK. Alors, on mettait en marché les logiciels sur disque floppy. Alors, et puis rien de pire que ça, parce que ça marche, puis à un moment donné, il faut engager du monde, puis ensuite engager d'autres mondes, puis ensuite on fait ci, puis on développe ça, puis c'est extraordinaire, là. C'est un beau défi pour quelqu'un qui se considère comme un génie. Un beau défi. Alors là, je suis là, et je me souviens très bien, à un moment donné, un fonctionnaire arrive, puis il dit cette compagnie, comment ça fonctionne? Ben là, j'ai expliqué. Alors, il dit oui, mais il dit, est-ce que c'est rentable, tout ça? Ben, je dis, on a de l'argent en banque. Pour moi, avoir de l'argent en banque, c'était ce qui était le plus important. Entre autres parce que le banquier avait fini par me concéder une marge de crédit énorme, bien que lui n'y croyait pas. Il dit, j'ai déjà vu ça, un ordinateur, à la place d'une mairie, ça occupe tout un étage. Les gens n'auront jamais ça dans leur maison, évidemment. Ah là là. Alors, j'avais fait mon plan d'affaires, finalement. Il m'avait demandé un plan d'affaires. J'avais donné mon plan d'affaires. Il m'avait dit, ah, mon Dieu, c'est ce que j'aime avec vous, M. Hébert, c'est que vous, au moins, vous n'êtes pas un poète. Alors, on est dans les années 80, les taux d'intérêt sont à 20 ou à 18 ou à 20 On est dans un monde qui est en train de changer, mais complètement, même sur le plan économique, et peut-être surtout sur le plan économique. Et finalement, ben, je finis par, une fois que tout l'argent était rentré, là,
que les papiers ont été signés. Alors là, je lui apporte 3 recueils de poésie que j'avais publiés, puis je le mets sur son bureau. J'ai dit, si je vous apporte en cadeau 3 recueils de poésie. Okay. Ah, il dit, ma femme va lire ça. Ben, évidemment, pas lui, c'est un homme. Alors lui, il ne lit pas de la poésie. Les hommes ne lisent pas de la poésie. Alors lui, ma femme va lire ça. Alors, bon, alors le ça, c'était les poèmes. Hein. Alors, je m'apprête à partir, puis il dit, hey, tu partez pas. Je dis, comment ça? Il dit, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Et je dis, quoi? Il dit, l'auteur de ces poèmes-là a le même nom que vous. Il n'a jamais voulu croire que c'était moi. Alors, il arrive quelqu'un du gouvernement à un moment donné. Puis, mon père travaillait à Industrie-Commerce. Puis, il dit à un de ses confrères, ses collègues, va voir, mon fils est complètement dans le champ. Il a des bonnes idées, mais il ne connaît rien à l'administration. Le gars arrive, il dit, as-tu fait ton bilan? Oui. J'ai dit, c'est le genre d'affaire qu'on fait avant de mourir. Il prend un crayon comme ça, puis il trace une ligne en plein milieu de la feuille. Puis là, il dit l'actif, le passif. Ah, wow! Je trouvais ça vraiment génial, vraiment bien fait. Fait qu'à la fin, je dis, ah, ben, je suis bien content d'apprendre ça, c'est bon, je suis bien content. Mais il dit, j'espère que tu as ta leçon maintenant, ce qui est rentable et tout ça. Je dis oui, mais j'ai dit, ce qui est important, c'est qu'on ait de l'argent dans le compte de banque. Alors, j'étais resté obstiné avec ça. Alors, il n'y avait pas de distributeur, fait qu'on a fait la distribution. Il n'y avait pas moyen de vendre à l'étranger, alors on est allé à l'étranger pour vendre. Comment vous vendiez les logiciels? Est-ce que vous faisiez affaire avec des boutiques qui commençaient à vendre des ordinateurs, des logiciels et tout ça? Il y avait à Montréal à peu près, je dirais, une dizaine de boutiques maintenant. Maintenant, étant à cette époque-là, là, où on démarrait, des trucs qui s'appelaient CompuCentre, entre autres, le CompuCenter, qui était un bon diffuseur au niveau du grand public, et des appareils et des logiciels. On les vendait aussi directement aux écoles. On pouvait les vendre directement aux écoles. On a fait des contrats aussi pour... on essayait de survivre, là. Je veux dire, on était nombreux. Et moi, je dis toujours, j'ai une grande famille, là, une grosse famille, mais il faut payer faut faire les payes et tout ça. Alors, c'était assez... on a fait, entre autres, pour Bell Canada, un projet qui s'appelait Alex et qui était, en fait, une sorte de copie du Minitel en France. Tu sais, il y avait toutes sortes de... C'est un peu comme l'évolution de l'humanité. Tu sais, à un moment donné, il y a un dinosaure qui apparaît, qui vole comme ça, mais qui ne peut pas manger. Il tombe mort, mais il y a une extinction. Alors, le Minitel, évidemment, est disparu. Quoique c'est génial, le Minitel, parce que ça remplaçait le bottin téléphonique. Alors, l'économie qu'il faisait, surtout à Paris, là, quand on le comparait au bottin téléphonique, c'était énorme. Puis en plus, il chargeait... à chaque fois que les gens utilisaient le Minitel, ils chargeaient des tarifs pour ça. Alors, on a réuni tout un groupe d'études. On était à peu près une vingtaine autour d'une table. Des spécialistes en consommation, des spécialistes dans toutes sortes de domaines, dans la programmation. Un type de l'UQAM là, qui s'appelait Hubert Manceau, qui s'appelle peut-être encore Hubert Manceau, je l'espère, et qui était directeur de l'informatique à l'UQAM. Et... on leur a fait un plan un immense plan d'affaires détaillé sur ce qu'il fallait faire puis pas faire. Puis ils ont dû se tromper dans la table des matières parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire, puis tout ce qu'il fallait faire, ils l'ont pas fait. Alors ça a floppé. Leur Alex, on a été payés, là, mais leur Alex, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous aviez ces chantiers-là institutionnels ou corporatifs ou ainsi de suite, puis vous aviez aussi des logiciels que vous faisiez vous-même, comme le BASIC en français. Vous aviez fait une version en français du langage de programmation BASIC. Ça, c'est Yves Leclerc qui avait
qui avait trouvé dans Basic un fichier de référence. Alors, il suffisait d'aller pointer pour aller chercher le go-to, etc. Alors, ce qui était très drôle, c'est que il s'était dit, on peut refaire ce fichier-là en mettant des mots en français. Puis ça va fonctionner. Oui, Voilà. et ça marchait. Alors, on a fait un basique français, on a fait un manuel de basique français, on a fait des logiciels, en tout cas. Alors, ça c'était une chose. Le même Yves Leclerc avait fait un programme qui était un jeu d'aventure qui se passait dans les Caraïbes, qui s'appelait d'ailleurs Caraïbes. On était très originaux au niveau des titres. Et il s'agissait de partir avec un vaisseau, un voilier, ou je ne sais pas trop, puis d'aller d'une île à l'autre pour acheter ce qui n'était pas cher sur une île, puis le revendre plus cher sur l'autre île. Et c'était un jeu qui était passionnant, mais elle est le commerce à l'exotisme, parce que c'était aller à telle place, il fallait taper, là, je dirais. Puis les cartes apparaissaient, mais tu sais, c'était d'une simplicité incroyable. On ne peut même pas imaginer ça maintenant. Alors, on aimait bien travailler avec des gens qui nous arrivaient avec des idées comme ça. Il y avait un autre truc. À un moment donné, quelqu'un nous avait dit j'aimerais ça faire un logiciel. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais très, très jeunes, qui s'intéressaient à nous parce que ceux qui étaient passés par l'université, ceux qui étaient passés par Polytechnique, eux, ils étaient dans un autre monde. La micro-informatique, tout ça, pour eux, c'était des jouets ou des jeux ou des trucs comme ça, mais c'était pas important. D'ailleurs, à ce niveau-là, non, ben là, je ne vais pas dévier trop, là, mais alors, on avait ces espèces de trucs-là, puis les jeunes arrivaient et nous disaient on veut développer quelque chose. Fait que je me souviens qu'on avait fait Arsène Larsin comme ça. C'était un truc ou un jeu d'aventure où la personne qui est Arsène Lupin, entre guillemets, va dans une chambre, vole des bijoux, sort par la fenêtre ou Dieu sait quoi, et ensuite va revendre les bijoux pour payer sa chambre. C'est une sorte de boucle, hein, c'est un circuit fermé. Ça marchait assez bien. Il y a un critique littéraire de la presse qui s'intéressait, qui s'appelait Réginald Martel, qui est décédé aujourd'hui. Réginald Martel s'intéressait beaucoup à ce qu'on faisait comme travail. Entre autres parce que son fils était intéressé à l'informatique, donc à la micro-informatique dans ce cas-là. Et il était venu jouer à Arsène Larsin, on l'avait installé, puis à un moment donné, il s'était mis à crier « Hey, je vais me faire prendre, ils s'en viennent, la femme de chambre s'en vient, je n'ai pas encore réussi à me cacher à l'intérieur de la chambre, oh, je vais me faire prendre. » Puis là, je regarde ça. Je dis « Mon Dieu, il est dedans, là. » Il est complètement immergé. Là, oui, mais je ne sais pas si on peut être encore plus, justement, immergé dans l'histoire quand c'est très, très banal ce qu'il y a à l'écran ou quand c'est très, très complexe comme maintenant. Je ne sais pas lequel des deux. En tout cas, lui, il ajoutait du sien. C'était tellement drôle de le voir. Je pensais à un moment donné que c'était pour nous faire une crise. Alors, je me considérais un peu là, comme un peu le Walt Disney de la gang. Et on m'appelait le vieux parce que même si j'avais pas 30 ans ou j'avais à peine 30 ans, j'étais vraiment le plus vieux de la gang. Les autres étaient beaucoup plus jeunes. Puis les bons programmeurs, ça avait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Puis des fois, il fallait faire signer les parents. Parce qu'il n'y avait pas l'âge requis. Alors, oui. Puis comment vous transitionnez des logiciels à les premiers jeux vidéo que vous publiez? Parce que vous avez publié plusieurs jeux d'aventure textuels, mais vous aviez aussi publié Tétard. Oui. Un jeu d'action à la Pac-Man un peu. Oui, tout à fait à la Pac-Man. Donc, comment, lequel est arrivé en premier? C'est Tétard qui est arrivé en premier. Puis, c'était quoi le processus qui vous mène là? Je pense que c'est arrivé pas mal tout en même temps. C'est-à-dire qu'on était comme une explosion au ralenti. C'est-à-dire que tout ce qui se passait nous intéressait. Et à un moment donné, on a rencontré deux jeunes programmeurs.
puis eux aussi cherchaient quelque chose à programmer. Fait qu'on je leur ai dit, ben, vous pouvez peut-être faire ça. Au lieu d'être un petit bonhomme Pac-Man, ça va être des têtards qui vont... Bon. Alors, on s'est fait... ça a été le premier jeu vidéo fabriqué au Québec, là. Alors, ils ont programmé un jeu qui était tard, puis avec des ressources qui étaient extrêmement limitées, parce que le maximum qu'on exigeait de notre utilisateur, c'était 48 cas. Alors, il fallait trouver des prouesses, des fois, pour faire patienter l'utilisateur ou faire... En tout cas, tout ce qu'on faisait. Mais on avait écrit une espèce de code d'interface avec l'utilisateur, ne jamais laisser un écran vide, toujours... Genre de charte de principe. Charte de principe comme ça, toujours lorsqu'il y a un changement de niveau, toujours annoncer le changement de niveau. Non, mais c'était vraiment une très belle charte qu'on avait faite. Et je regarde encore aujourd'hui, je veux dire, cette charte-là aurait besoin d'être appliquée. Il y a tellement de logiciels dont l'interface est vraiment pourrie, là. Je veux dire, alors, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait à part ça? Mais on a fait aussi on a fait un truc sur les MTS, c'est ce qu'on appelait les MTS à l'époque, les maladies transmises sexuellement. Je pense que maintenant, c'est les MST, là. Les ITSS, les infections transmises sexuellement et par le sang. Ah, ouais, voilà. Bon, ben, c'est ça. C'est manifestement la même chose, mais dit d'une autre façon. Alors, dans les écoles, comme c'était un sujet qui était difficile à aborder, et comme ils voyaient bien qu'il fallait l'aborder à un moment donné, là, c'est pas parce qu'on est au secondaire qu'on n'a pas d'expérience sexuelle. Alors, on avait fait justement un programme pour permettre, à la fois comme sorte de jeu vidéo, puis en même temps pour permettre l'acquisition de connaissances. C'était beaucoup développé à l'époque, cette pousse-là, cette notion qu'on pouvait peut-être faire des jeux pédagogiques. C'est la notion de jeu pédagogique. Alors ça, c'était comme un jeu pédagogique. C'est une notion qui est disparue, là. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler dans ces années-là du jeu aux États-Unis, The Oregon Trail, qui racontait l'histoire de la colonisation des États-Unis, puis les joueurs devaient jouer leur caravane qui passait à travers les montagnes. Ah oui, OK. Ben, c'était un peu dans ce même C'était pas vraiment dans le... Ben, dans ces principes-là, Dans ces principes-là, effectivement. oui. Mais on travaillait toujours avec des moyens tellement limités, autant peu d'argent, mais très peu d'argent, parce qu'il y avait très peu d'ordinateurs. Alors, les gens ne pouvaient pas acheter 3 fois le même logiciel. Ils en achetaient. Mais on avait un bon client, qui était dans un autre genre de jeu. C'était la fonction publique. C'était le gouvernement du Québec puis le gouvernement du Canada qui utilisait un traitement de texte qui s'appelait le secrétaire personnel, qu'on avait développé pour IBM et qui fonctionnait très, 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 très bien. C'était le meilleur traitement de texte et tout ça. Mais une autre histoire, je vous raconterai peut-être un jour qu'est-ce qui s'est passé. Parfait. J'ai une question. Comment vous étiez au courant de l'actualité des autres entreprises, des logiciels qui sortaient? Il y avait des magazines spécialisés sur la micro-informatique. Je pense que Yves Leclerc lui-même écrivait dans un magazine en France ou dans un journal en France. Oui, il écrivait. Puis, ben lui, il est encore vivant, alors on peut et il est très articulé, alors vous pouvez l'interroger sur ce qu'il faisait. Il était aussi journaliste à la presse. Et il y avait d'autres journaux. Il y avait un truc qui s'appelait Informatique Québec. Non, comment ça s'appelait? Je me souviens. OK. En tout cas, il y avait un journal québécois, là, Informatique Québec. Il y en avait 4-5 au 4-5, moins, là. OK. Ouais, à un moment donné. C'était beaucoup d'effervescence, tout à coup, là. Les gens mettaient beaucoup d'argent. Non, parce que si on compare à maintenant, très peu. Mais ça investissait de ce côté-là. Puis nous autres, on était abonnés à tout ce qui existait, tout ce qui bougeait, là, du côté informatique. Est-ce qu'il y avait des salons, des foires commerciales spécialisées? Oui, nous, on allait régulièrement en France, au CNIT, là, au Centre national et international des expositions, je ne sais pas trop, qui est à la Défense en France, quand on sort de Paris, là.
qui est à la Défense. Et moi, j'adore la Défense. Moi, je veux toujours aller là. La plupart du temps, les gens me disent, ouais, mais voyons donc, Paris, c'est les vieilles affaires. Mais moi j'aimais ça, c'était moderne. Tu sais. Alors, puis là aussi, on a vendu des logiciels. Et là aussi, on a vendu, entre autres, Hugo, qui était le premier correcteur grammatical à l'époque. Et Hugo, c'était une idée simple. Et on se demandait si c'était pour marcher ou pas. Alors, on l'a programmé, puis on a appuyé comme ça, puis on a dit « Mon Dieu, ça marche! » On était nous-mêmes surpris de voir que ça fonctionnait. Alors là, wow! Les Français, dans les grandes revues françaises, dans les journaux aussi, là, disaient on ne comprend pas comment ça se fait que c'est des Québécois qui ont inventé ça, alors que ça devrait être des Français normalement, là. En fait, c'était un compliment. D'autres, on a pris ça comme un compliment. Alors, on participait à plusieurs salons. Des fois, il arrivait des choses bizarres. Je me souviens qu'en France, à un moment donné, à Paris, il y avait une exposition, puis c'était une période où il y avait des bombes qui sautaient, là. Alors, c'est des aléas. Alors, tout le monde restait terrorisés, cachés, n'allaient pas dans les grandes... Parce que les gars passaient en moto ou en auto et ils sortaient de mitraillettes puis ils tiraient sur les terrasses. C'est gênant, là. Je veux dire, tu es en train de prendre ton verre de rouge. Alors, il n'y avait plus personne sur les terrasses. Les gens allaient dans un petit restaurant caché dans une ruelle et tout ça. Et j'avais deux Américains qui étaient là, tellement drôles. Les autres, ils n'étaient pas habitués à ça, là. La guerre, oui, mais pas chez eux, là, pas sur un territoire. Ils étaient pas... Alors, on a jasé tout ça. Fait qu'à un moment donné, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, puis où est-ce qu'ils allaient. Puis ils ont dit, nous, on trouve malheureusement pas ce qu'on cherche. Et on dit, on cherche un traitement de texte pour Commodore 64, VIC-20, non, pas VIC-20. Non, VIC-20, ça c'est autre chose. Commodore 64, Apple, puis je pense que c'est PC Junior, quelque chose comme ça. Fait que je leur ai dit, ben on a un... Ben ils ont dit, il est en français. Ben oui, mais on est des Québécois, nous autres, là. On est capable, hein? Ben oui, les langues, là, ça ne nous énerve pas, là. On a vécu avec les Anglais, on est capable de vivre avec eux autres. Fait que, ils nous ont... Enfin, on a négocié, il était à Boston, c'était du monde très sympathique, très gentil. Et parce qu'il y avait du monde gentil aussi, parce que ce qui était important, c'est que il y avait pas, c'était pas le rat race, c'était pas le manger ou être mangé comme ce l'est malheureusement maintenant. C'était toutes sortes je dis des hippies, c'était toutes sortes de hippies, les yeux grands ouverts, qui tripaient littéralement, qui étaient stoned sur la technologie. Qui tripaient sur la technologie. Fait que finalement, je suis allé les voir à Boston, puis ils avaient un immense appareil dans une bulle de verre, là, dans un aquarium, comme on disait. Fait que je leur ai dit, ça nous aiderait beaucoup si on pouvait avoir cet appareil-là. J'ai ramené ça dans le Vieux-Montréal. Ils sont venus, en fait, c'est pas moi qui l'ai ramené, ils sont venus livrer dans le Vieux-Montréal, cette espèce d'énorme truc, là. Et on a installé ça en plein milieu de notre bureau. On avait un bureau à air ouverte, évidemment, évidemment. Alors, on a installé ça en plein milieu du bureau. Puis là, on a dit au gars, ben regarde, programmez. Puis quand vous programmez sur Commodore 64, ça se reprogramme automatiquement sur les deux autres plateformes. Ah, ils ont dit, c'est intéressant. Donc, 10 jours après, les gars arrivent et on dit, bon, c'est fini maintenant, on a les 3 versions de logiciel. J'ai dit, ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai dit, l'appareil que je vous ai ramené vous a aidé dans votre travail. Ah, ils ont dit, la grosse machine, là? J'ai dit, oui. Ah, ils n'ont pas eu le temps de l'ouvrir. C'est fort, quand même. Fait que ça illustre, dans le fond, l'espèce d'esprit qu'il y avait à l'époque, où est-ce que même quand on faisait du développement d'affaires et tout ça, c'était quand même sur la base qu'on était des passionnés
Oui, ensemble là-dedans. oui, Ce oui, sentiment de essentiellement communauté. des passionnés. Ouais. Il n'y avait comme pas d'argent à faire avec ça, là. Il y a d'ailleurs bien du monde qui me l'ont dit, là. Tu sais, tu perds ton temps. Les gens disaient, c'est un jeu, c'est un jouet, ça ira pas plus loin. Puis il y a eu un plafonnement à un moment donné, dans les années 90, là, il y a eu une espèce de flottement, là, où il n'y a plus rien qui se passait, ça évoluait pas, les jeux, c'était pas mal tout plafonné aussi, la Oui, puis vidéo. je trouve que c'est une perspective intéressante. Le plafonnement que vous sentiez des jeux, à l'époque, c'est que vous faisiez des jeux d'aventure textuels pendant plusieurs années. Vous en avez publié plusieurs. Tether est un jeu graphique d'action. Ensuite, est-ce que le jeu disque continuait à vouloir faire des jeux d'aventure textuels, mais il y avait de moins en moins de marché pour ça, parce que les jeux devenaient graphiques et tout ça? Ou est-ce que vous avez pris ce virage-là puis publié des jeux plus graphiques? Ou... Ah, on n'avait pas vraiment les moyens de faire du beau graphisme, hein. Ouais. D'ailleurs, le premier Flight Simulator, je pense toujours à ça, c'était des lignes comme ça, là. Ouais. Mais ça n'empêchait pas que quand on faisait un crash, on criait, là. Ah! En train de faire un crash. Mais maintenant, quand on se compare, ça n'a plus de bon sens, là. C'est vraiment, tu es vraiment dans l'avion, au-dessus de la ville, puis tu vois tous les buildings qui sont là. C'est juste que tu ne vois pas les piétons se promener, là. Puis même pas ceux qui on les voit pas. Alors, alors on travaillait là-dessus, mais on travaillait aussi beaucoup, on dépendait beaucoup de la façon dont le vent était pour tourner, parce qu'on ne savait pas, là. À un moment donné, Apple, c'était fini, là. Il y avait comme un trou là, qui se creusait en dessous d'Apple, là, les actions baissaient, puis... Les PC de IBM commencent à prendre du terrain, puis là, mais soudainement... IBM, qui avait enfin découvert que l'informatique à domicile, ça existait, eux, ils étaient contre IBM. Moi, on m'a raconté, ça resterait à vérifier, mais on m'a raconté, je l'ai à plusieurs reprises, donc, comme disait le président des États-Unis, un mensonge répété plusieurs fois, ça devient la vérité. Mais alors, on m'a raconté que IBM avait demandé au gouvernement américain que les utilisateurs d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, soient dotés d'une licence, qu'il fallait un permis. Un peu comme pour la radio émetteur-récepteur, il fallait un permis. Et fort heureusement, je me souviens, quand c'était venu à nos oreilles, on avait protesté. Non, écoute, non, là, ça va tuer le marché, là, ça n'a pas d'allure. Et toute la notion de permis, puis de remplir des formulaires. Fort heureusement, ça n'a jamais passé. Je reviens un peu en arrière. Quand vous étiez dans la commercialisation des premiers logiciels de Logidisc, vous aviez placé des publicités dans la revue Cro. Oui. Alors, c'est un milieu qu'on pourrait se dire, ah, c'est un peu bizarre. S'il y a des revues spécialisées en informatique, c'est pas Cro. Mais donc, comment c'est arrivé cette état de situation-là? On en mettait quand même dans les revues informatiques aussi, mais Cro, c'était Jacques Urtubise. Et Jacques Urtubise, c'était un ami dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que lui, il était à Polytechnique et moi, j'étais exilé en littérature, là. Et d'ailleurs, il y a un dessin de lui derrière vous. On pourra peut-être le montrer tout à l'heure. Et on avait vraiment beaucoup de plaisir ensemble. C'est drôle, hein, parce qu'il y a des détails, des fois, qui nous reviennent, qui ne sont pas nécessairement des trucs très sophistiqués, ni très raffinés, mais Jacques Urtubise mesurait à peu près 6 pieds 2 ou 6 pieds 3, et il devait peser à peu près 300 livres, sinon plus que 300 livres. Et moi, je fais le 120. Surtout à cette époque-là, je ne mangeais pas beaucoup. Le 120 livres, puis le 5 pieds, mettons 5. Alors, on marchait dans le Vieux-Montréal. Ses bureaux étaient juste de l'autre côté des miens, par pure coïncidence. Et alors, on allait souvent manger ensemble. Puis, je disais toujours à Jacques Urtubise, « Tiens-moi par la main, ils vont penser que je suis ton petit gars. » Et une journée de printemps, il y avait un dégel. On marchait dans la rue, sur la rue Saint-Jacques, il me semble, ou Notre-Dame. Et tout à coup, il y a un glaçon qui s'est détaché d'un immeuble et j'avais une espèce de manteau, mais il faisait chaud, je l'avais mis comme ça, qui est passé entre mon manteau
puis ma chemise qui est allée s'écraser par terre, comme ça. Et je me souviendrai toujours, Jacques Urtubise, il s'est jeté à genoux devant moi, puis il a dit « Bénis-moi! » Alors, c'est resté comme ça. Mais on a fait des logiciels avec eux. Ça, ce qu'il faut... Et ça, malheureusement, j'en ai pas d'exemplaires sous la main. Bon, c'était une pochette, ce qu'on appelait les blister packs à l'époque, ça encore s'appelait comme ça, là, une espèce de plastique moulé. Alors, il y avait une cassette, parce que c'était des logiciels pour VIC-20. C'était une petite cassette, et il y avait un dessin fait par un dessinateur de crocs, puis bon, c'était emballé comme ça, et c'était vendu dans les Canadian Tire. On avait une exclusivité. En fait, le Canadian Tire avait l'exclusivité, mais nous aussi, parce qu'ils vendaient des VIC-20 chez Canadian Tire. Alors, ça leur prenait des logiciels. Alors, on avait les logiciels de Crocs qui étaient là. Sans doute le logiciel qui s'est le plus vendu au Québec à ce moment-là. Et c'était sur des cassettes de Walkman, là. Alors, les cassettes audio, le tape ouais, backup, là, comme on disait. Oui, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois de temps en temps, on en prenait une, on la mettait là, puis on l'écoutait. Puis là, ça faisait... On disait, non, elle n'est pas bonne, celle-là. Il manquait. Puis là, on en enlevait une. Alors, on avait vendu... Il me semble qu'on avait vendu... Il y avait 4 jeux différents à 5000 exemplaires chacun. Je ne les ai jamais revus. Alors, je ne sais pas ce que Canadian Tire a fait avec. S'ils en ont vendu, il y a eu 20 000 copies de vendues. Ah oui, c'est quand même... Ben, ça me semble beaucoup, mais je n'ai pas de référence. Vos autres logiciels, vos autres jeux, vos autres produits... Il y a des affaires qui se vendaient à 100, 200 exemplaires, 300 exemplaires. Là. Okay. On a eu une chance inouïe aussi. C'est imbriqué dans le jeu, là. À un moment donné, Polytechnique, c'est ma revanche sur Polytechnique, Polytechnique est arrivé et a dit... Ça nous prend pour nos PC, parce que d'autres étaient tous sur PC. Là, c'était l'ordinateur sérieux, alors que le Apple était l'ordinateur pas sérieux. Alors, ils étaient sur PC et ils ont dit, ça nous prend votre traitement de texte, secrétaire personnel. Il fallait l'adapter parce que c'était pas tout à fait pareil. Les PC n'étaient pas tous compatibles les uns avec les autres. En tout cas. Alors, on avait informatisé les gars de Polytechnique, là. Puis on avait informatisé aussi les gars de Crocs, en fait, la gang de Crocs, les gars puis les filles de Crocs, qui commençaient, eux, déjà en avance sur leur temps, à faire à donner leur texte sous forme de data, là, sans doute de disquettes 3 pouces et demi. On doit être rendu à 3 pouces et demi à ce moment-là. Puis on avait fait des concours aussi avec eux où on pouvait gagner un appareil qui était comme une sorte de précurseur. C'était comme un iPhone avant la lettre. Malheureusement, j'en ai plus de ça. C'est-à-dire que c'était comme un micro-ordinateur ultra portatif? Portable, ouais, oui. Avec un petit écran. Un peu comme peut-être les jouets électroniques. Il appelait ça le Newton. Le Newton, OK, ouais. oui. Le Newton. Okay. Il y avait même une interface pour une imprimante. L'interface, je l'ai retrouvée. Le Newton, je ne l'ai jamais retrouvé. C'est un peu comme les Palm, je pense. Oui, à un moment donné. Certainement. Mais c'est ça, tu sais, on dit une effervescence, c'est qu'on ça sortait à une place là, à une autre place là. J'avais une montre, moi, qui était une montre Pac-Man, et avec comme un petit bâtonnet que je mettais dedans. Puis quand j'étais dans une salle d'attente, bien, je jouais à Pac-Man dans les salles d'attente. Alors... OK, super. On peut réavancer dans l'histoire, finalement, sur la fin de la production, peut-être, de Logidisc. Comment cette aventure-là s'est terminée? Puis est-ce que c'était des transformations du jeu vidéo puis de l'informatique qui étaient liées à ça? Ou est-ce que c'était plus des circonstances? Bien, il est arrivé quelque chose d'un peu triste, là. C'est que dans le domaine du traitement de texte, on avait à peu près 80% du marché au Québec. Ils ont fait une analyse quelque part. Les gouvernants, là, étaient complètement perdus, là. J'ai vu des ministres, moi, prendre
un logiciel par la plate, un disque Ouais. par la place où Où il ne faut pas toucher. où il ne faut pas toucher, la Ben seule oui. place où il ne faut pas toucher, en pensant que c'était là où on mettait son pouce, là. Alors, ils étaient perdus un peu, puis ils ont fait une espèce d'étude, puis ils ont décidé que le seul traitement de texte qui était valable pour les 20 prochaines années, c'était WordPerfect. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je l'ai déjà utilisé. Ça a déjà existé, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça a déjà existé. C'est un logiciel pourri à utiliser, qui était très, très mal fait, tout ça. Mais ils ont décidé que c'était l'avenir, c'était WordPerfect. Alors, ça nous a coupé beaucoup, beaucoup de notre marché, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un logiciel de traitement de texte, ça se vendait 500 $. C'est un outil spécialisé pour une clientèle Mais ça venait dans une boîte, une belle boîte, ouais. avec un beau cahier à anneaux, puis tout ça, là. C'était du beau, là. Ouais. Évidemment, j'en ai pas gardé, là, c'est sûr. Alors, quand on en vendait, je ne sais pas moi, 200 à 500 $. L'argent finit par rentrer, tu peux faire tes paies. Alors, c'était une bonne chose. Alors, quand on a perdu ça, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que leur a dit, mais là, ils ont dit, pas grave, on va vous donner des subventions. Ça, c'était un peu le prolongement du marché institutionnel, mais aussi des particuliers qui utilisaient du traitement de texte, puis des logiciels de bureautique. La production de jeux vidéo chez Logidisc, quand est-ce que ça s'est arrêté, ça? Je dirais jamais, véritablement, parce que je me souviens qu'on a fait, à un moment donné, un logiciel où c'était une fourmi, Mimi la fourmi, ça Mimi la s'appelait. fourmi, oui. Mimi la fourmi, qui, quand on appuyait sur A, elle allait vers un arbre. Quand on appuyait sur B, elle allait vers, je ne sais pas, un bébé, en tout cas, etc. Alors, et ça, j'étais allé au Japon pour le vendre aux Japonais. Les Japonais avaient bien aimé le logiciel, mais eux, ils ont un fichier, un clavier katakana. J'en avais rapporté un à part ça. Encore une fois, je ne sais pas où il est, là. Mais alors, ils ont un clavier qui est pas mal plus long que ABCD. Et non seulement ça, mais les fourmis, pour eux, c'est sale. Ah, fait qu'en plus, culturellement, c'était comme pas... Culturellement, on n'était pas dedans. Mais ils étaient prêts pour qu'on transforme la fourmi en abeille. OK. Parce qu'il y avait Maya l'abeille, là, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Là. Fait que, en tout cas, c'est une autre histoire. Et à ce moment-là aussi, on a fait affaire avec quelque chose. Ça, c'est un pan de l'histoire que, à ma connaissance, peu de gens connaissent. C'est assez extraordinaire. C'est que, au fur et à mesure que se développait Apple, Atari, bon, etc., les Japonais qui fabriquaient des appareils de son. Alors, Sanyo, Sony, Toshiba, etc., des appareils de son et des téléviseurs, ces Japonais-là se sont dit, on est en train de passer à côté d'un marché énorme. Là, ils sont réveillés. Alors là, ils ont dit, on va prendre les quatre... Ça, il n'y a que là les Japonais qui peuvent faire ça. D'ailleurs, c'est la même chose que pour les boutons dans les autos. Toutes les autos japonaises ont le même bouton. Parce que ça coûte beaucoup moins cher comme ça. Bon. Alors là, ils ont dit, on va faire un appareil qu'on va commercialiser tous ensemble. Comme il y avait, on l'a dit tout à l'heure, très peu de magasins d'informatique, nous, les gens de l'audio puis de la vidéo, on est partout. Écoute, ouais. la vidéo puis l'audio, là, avec le phénomène hippie, ça aussi, ça avait monté. Alors, on est vraiment partout. Alors, ils ont dit, si on avait des ordinateurs à vendre à nos clients, on a le local, on a l'expertise. Alors, ils avaient développé un logiciel de jeu qui, sur le plan de la musique, donc le son aussi, hein, ça a pris du temps avant qu'on ait du bon son, là. Sur le plan du son, sur le plan de l'image, sur le plan de l'animation, était, moi, ça, en tout cas, j'avais regardé ça, les bras m'en étaient tombés, un magnifique appareil. Alors, je leur avais dit,
je suis prêt à prendre cet appareil-là et à vous aider à le diffuser en Amérique du Nord si vous me donnez l'exclusivité pendant 2 ans des logiciels sur l'appareil. Puis là, j'ai dit, on va se mettre... Non, mais là, si j'imaginais, là, je voyais déjà une équipe d'une vingtaine, trentaine de personnes commencer à produire des jeux puis des logiciels pour cet appareil-là. Ça aurait été extraordinaire. Puis j'ai eu quand même le temps de revenir. On a travaillé, on a essayé de monter le plan pour le plan d'attaque, là, plutôt que le plan d'affaires. Et tout à coup, on a reçu c'était pas un mail, un téléx. On avait accès à un téléx. Alors, on a reçu un téléx qui nous disait que le programme ne fonctionnait plus. Et la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, c'est que pourtant, ils l'avaient testé au Japon, puis ça marchait bien avec le public japonais, c'est qu'ils avaient appris que IBM se lançait dans la course en faisant le PC Junior puis le PC, et ils ne voulaient pas compétitionner IBM. Ils ont dit, IBM, c'est 95% du marché d'informatique à cette époque-là. On n'a aucun moyen de compétitionner avec IBM. Alors, on abandonne le projet. Fait qu'ils avaient abandonné le projet. On avait pleuré des larmes de sang. On avait été bien triste de voir ça. Mais ça fait partie des têtes mortes. Là. À un moment donné, ça pousse, puis à un moment donné, ça pousse plus, puis il faut aller vers d'autres choses. Ouais. Dans cette course à l'innovation perpétuelle qui était là, des nouvelles machines, des nouveaux fabricants qui rentrent, et ainsi de suite. Puis, est-ce que le jeu vidéo a connu des transformations à un moment donné? Vous, vous étiez chez Logidisc, puis ensuite, l'aventure Logidisc s'est terminée à un certain moment. Oui, mais... En quelle année? Nous, en fait, ce qui est arrivé, c'est que vers les années 95 à peu près, ça faisait déjà à peu près une quinzaine d'années que le Logidisc roulait comme ça, il y a eu cette espèce de creux, une sorte de creux de la vague, et il y a eu le développement de plusieurs jeux interactifs comme on les faisait, mais avec des environnements sonores et visuels très sophistiqués. Et là, on s'est dit, ça prend des moyens pour faire ça, là. Et on ne peut plus le faire juste dans notre bureau, à 2-3, puis tester, puis oui, ça marche, mon Dieu. Là, on est dans du gros, là, on est dans du hollywoodien là, comme truc. Donc, ça prend des décors, ça prend des costumes, ça prend des... On parle des jeux en séquence vidéo filmée, oui, sur CD-ROM. Alors ça, on manquait effectivement. On avait beau s'être débrouillé dans la tempête là, avant, mais on manquait de moyens. On n'avait pas les millions que ça prenait pour faire ça. Quelques années plus tard, 2 ou 3 années plus tard, le gouvernement de l'époque a fait un programme pour aider le développement de logiciels et tout ça. Ils ont commencé à allumer. Là. Le crédit d'impôt multimédia en 1997, la Ubisoft et tout ça. Là. Quelques années plus tard, là, ça a commencé à bouger là, comme ça. Alors, nous autres, on était déjà... on avait déjà amené notre barque du côté d'une compagnie qui devait nous assurer une survie qu'elle n'a pas assurée. Alors, mais ça aussi, ça fait partie du monde des affaires. On fait des essais. Puis, est-ce que vous pensez que s'il y avait eu une forme de... Qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que vous auriez été capable de négocier ce virage-là, peut-être vers plus de graphisme, mais aussi même des moyens de production plus importants? Est-ce que c'était une direction éditoriale que vous aviez pas, ainsi de suite? Ou est-ce que c'est parce que économiquement, c'était tellement difficile de justifier des investissements et tout ça? Ou... Bien, c'était l'époque où on pouvait pas aller chercher, premièrement, de l'argent public, on pouvait toujours aller en chercher, mais ceux qui avaient réussi à aller en chercher, c'était des boîtes qui faisaient des logiciels pour les hôpitaux, ou en fait, c'était beaucoup du pointu, là, des simulateurs de vol, ça. Alors, c'est des gens qui avaient vraiment pris un marché de niche et qui s'étaient mis à développer dans ce marché de niche-là. Alors que le marché du jeu vidéo, c'est tout le monde, là. Je veux dire, on s'adresse à tous les joueurs, à tous ceux qui veulent jouer, à tous ceux qui veulent créer. Alors ça, c'est un peu difficile. Puis le temps que ça a pris
pour commencer à intervenir dans ce marché-là, nous autres, on était déjà rendus ailleurs. Parce que quand est arrivé moi j'appelle ça le désastre d'enlever, de favoriser des logiciels américains plutôt que des logiciels canadiens au niveau de la bureautique. La bureautique, ça nous permettait, c'était notre assise, là, c'était le sous-sol de notre maison, c'était la bureautique. Ça, c'était solide. Mais en nous enlevant ça, on venait de perdre ce qui était rentable et relativement payant. Et c'était très difficile. Moi, je me souviens, je suis rentré dans nos bureaux, puis convoqué mon équipe de vente. J'avais une équipe de vente de 8 vendeurs. Puis là, il dit, les gars, on est fait parce que tout le marché bureautique, on ne l'aura plus, là. On n'a plus le support gouvernemental. Ben, le support, pas le support, c'est des clients. On n'a plus ce client-là. On vient de perdre ce client-là, là, qui a décidé que c'était WordPerfect. Alors, fait que je ne sais pas ce qu'on va faire. Et là, vous aviez combien d'employés? Ou... Oh, on était rendu une bonne trentaine, là. Ah oui. Puis là, les gars ont dit, oui, mais qu'est-ce qui parle? Mais j'ai dit, la seule chose qu'on a eue, le seul mot d'encouragement qu'on a eu, ça a été de se faire dire que nos manuels d'utilisation pour autant nos jeux que nos logiciels pédagogiques, que nos logiciels de bureautique, étaient écrits dans une langue parfaite. Mais je ne dis pas un français parfait, une langue parfaite, de sorte que tout le monde pouvait se débrouiller. Parce que à l'époque, les livres informatiques étaient traduits de l'anglais. Alors, des fois, par des gens qui ne connaissaient rien à la culture québécoise ou aux expressions québécoises ou aux expressions même françaises. Alors, c'était mal traduit, puis c'était très, très alambiqué. Alors que nous, tous les manuels, tout ce qu'on faisait, était fait par des écrivains. Moi, j'engageais des écrivains qui écrivaient les manuels, puis qui n'étaient pas des informaticiens. Donc, qui le faisait pour quelqu'un qui n'était pas un informaticien, donc un utilisateur qui n'était pas un informaticien. Alors j'ai dit, on nous a fait des compliments de ce côté-là, mais j'ai dit, c'est tout. OK, on dit, si on est capable de faire des manuels pour nos logiciels, on est capable de les faire pour les autres. J'ai dit oui. Fait que, le lendemain, on produisait des manuels, des guides pour MS-DOS, pour Word, pour WordPerfect, pour GBase, pour tous les logiciels américains. On les a faits. Bon, puis ça a été une bonne décision parce que, bon, l'équipe de vente a pu continuer de tourner. Et on a continué de fonctionner. On a survécu, tu sais, s'adapter, là, au périr, bien là, on s'était adapté. Ouais. Et c'est de là que les éditions logiques sont nées, en fait. OK. Ouais. Puis, comme un média simplifié, je pense qu'on a vendu 70 000 ou 100 000 exemplaires, je ne sais pas trop combien, là. C'est quand même des gros chiffres. Oui, c'était des gros titres. Puis on avait trouvé un moyen de faire la mise en page sans passer par de la photocomposition ou par du plomb. On faisait notre impression avec des imprimantes à pointe. Les imprimantes, comme on les connaît maintenant, n'existaient pas, là, ou étaient très chères. Et on faisait ça très grand, puis on faisait réduire. OK. Puis ça paraissait même pas. On voyait même pas les... Le tramage des points. C'est vraiment bien. Je fais un pas de côté après votre historique d'entrepreneur pour votre historique de joueur ou de personnes qui ont vu des gens jouer autour. Vos intérêts puis vos pratiques de jeu, ça ressemblait à quoi? Il y avait le premier Pac-Man, mais ensuite, à travers les années 80, 90, est-ce que vous vous êtes intéressé un peu aux jeux vidéo? Ça faisait partie de votre vie? Ah ben oui, non, ça faisait partie de ma vie. Premièrement, parce que c'était un marché qui m'intéressait encore, là, il y a aussi le côté, mais il y a aussi le côté, le plaisir de la chose. J'étais un joueur, j'aimais ça, jouer à ces jeux-là. Et mais j'avais Atari, j'avais un Sega, j'avais à peu près toutes les machines qui existaient. Et
je me sentais comme obligé d'avoir tout ce qui sortait. Un, pour les essayer, mais deux aussi pour être sûr de ne pas être pris à un moment donné dans « Ah mon Dieu, on ne l'avait pas vu venir celle-là ». Puis, alors, j'en ai beaucoup de portables, là. Je croyais beaucoup aux portables à ce moment-là. Mais je me tannais vite. J'avais pas beaucoup de temps à moi, fait que je restais pas longtemps sur un même logiciel. Vous étiez sur le mode du buffet, là. J'essaie un jeu un peu. Était sur le passe mode des heures buffet. avec. Excellente métaphore. Puis, Ouais. est-ce que vous aimiez certains genres, certains éditeurs, des jeux d'un certain pays ou c'était quoi vos goûts ou... Ben, moi, j'aimais bien des jeux qui faisaient appel à l'intelligence, plus qu'au pow-pow, là. Alors, il y avait Zelda à un moment donné, il y avait... Ah, mon Dieu, il faut que je me rappelle de toutes ces choses-là. Puis ma fille aussi, mes filles, en fait, j'ai deux filles qui ont 15 ans de différence, alors on a pu repartir des jeux vidéo, des fois en retrouvant les jeux vidéo d'il y a 15 ans, puis des fois en accueillant des nouveaux jeux vidéo. Et j'ai toujours trouvé que c'était une grave erreur que de penser que le jeu vidéo, c'était une perte de temps, là. Je sais pas, moi je pense que la technologie, il ne faut pas arriver et dire ça va arrêter ou on n'a plus besoin de ça. Ou, bon, je me souviens, vous êtes un peu jeune pour ça, mais à un moment donné, on voulait empêcher l'utilisation des calculatrices dans les écoles. Mais là, empêcher l'utilisation des calculatrices, mais il n'y a plus... Alors, quoi, sortir la règle à calcul? Mais il n'y a plus personne. Mais même à cette époque-là, la règle à calcul, personne ne voulait entendre parler de ça. Quand on peut avoir le résultat comme ça en pitonnant 3-4 fois, ça n'a pas de bon sens. Il faut montrer aux gens à utiliser la technologie plus que n'importe quoi. Et je pense que un des aspects importants du jeu informatique, c'est que ça permet de se familiariser avec la technologie. Et là, il commence à y avoir un autre créneau qui commence à s'ouvrir, c'est-à-dire une gestion par l'intelligence artificielle de ces jeux-là. Alors là, à la fois intelligence artificielle comme joueur, donc c'est mon partner dans le jeu, et à la fois intelligence artificielle comme adversaire. Alors, sur le plan intellectuel, c'est extrêmement stimulant. On ne peut pas passer à côté de ça, là. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et en plus, ben, maintenant, on a des décors panoramiques, là. C'est extraordinaire. Quand on dit pas de téléphone dans les classes, là, moi, quand j'ai rencontré les étudiants, ils m'ont dit, le professeur a dit, on va faire enlever les téléphones, on va me faire mettre en orange. Non. J'ai dit, si c'est pas intéressant, là, je dis, qui regardent leur téléphone à la place, qui apprennent de leur téléphone, s'ils apprennent pas de moi. Puis c'est drôle, hein? Il n'y a personne qui s'est mis sur son téléphone. Tout le monde avait le téléphone devant lui, mais tout le monde l'écoutait. Il faut voir un peu l'apport de la chose. Si c'est facile à utiliser, si c'est pas cher, et si c'est efficace, ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra pas. Je suis désolé, mais ça ne disparaîtra pas. Ou si ça disparaît, ça va être pour quelque chose de plus facile à utiliser, de plus efficace encore. Alors, ouais, et puis de moins cher. Puis à travers les années, disons les années 90, les jeux avec des séquences filmées, est-ce que vous étiez amateur de ça? Des jeux comme Myst, peut-être, ou de Seven Guests, ou Phantasmagoria, ou des choses comme ça? Ou... Oui, mais on voyait bien qu'on n'avait pas les moyens pour développer. Oui. Mais vous, comme joueur, vous voyez un peu l'intérêt de ces jeux-là? Vous y preniez plaisir ou ça faisait partie du buffet? Vous vous y intéressiez un peu, mais bon... Ça faisait partie du buffet. Et il faut voir que durant les années 90, au lieu de me simplifier la vie, je m'étais comme compliqué la vie parce que là, j'avais 2 boîtes de production. Une boîte de production de livres, une boîte de production de logiciels. Alors, et une équipe de vendeurs qui avait besoin d'être alimentée régulièrement avec des nouveaux produits.
Je suis en train de découvrir le capitalisme, là. Alors, j'étais très, 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 très occupé à ce moment-là. À un moment donné, je pense en 95, quelque chose comme ça, hein, moi, je travaillais toujours après 5 heures. Je disais je travaillais après 5 heures dans le sens que quand j'arrivais le matin, peu importe l'heure où j'arrivais, j'avais à peu près 10 personnes qui voulaient avoir qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on va là, puis bon, etc. Alors, après 5 heures, moi, j'allais les voir, puis là, je disais, regarde, vous ne restez pas ici, là. Vous en allez chez vous. Vous avez quelque chose à terminer, amenez-le chez vous, amenez le travail chez vous. Je ne veux plus vous voir ici, je veux libérer la place. C'était parce que je voulais travailler, puis j'ai dit, l'équipe de ménage s'en vient. Alors, à un moment donné, l'équipe de ménage arrive, puis cogne à mon bureau, j'ouvre la porte. Ben, en fait, j'ouvre la porte, je leur dis, vous rentrez. Puis là, je leur dis, vous devriez prendre des serviettes, des guenilles. Vous allez voir, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure au tout début. Vous devriez prendre des guenilles parce que il y a du sang sur mon bureau. Puis là, ils ont regardé ça, ils ont dit, vous êtes sûr? Ben, je dis, oui, oui. Mais, tu sais, j'avais pas un bureau aussi qui est encombré que ça, là. Mais j'avais mis ma tête, je m'étais endormi finalement en lisant quelque chose, pas trop, j'avais mis ma tête sur le bureau et j'avais rêvé que le sang me coulait par les oreilles, par la bouche et par le nez. Un peu comme le petit gars accidenté à 4 ans qui est mort. Il était en train de mourir dans mon rêve. Et là, on dit rien, c'est correct. Alors là, je dis, oups, la boucle est bouclée. il est temps de passer à autre chose. Alors, j'avais bouclé ma boucle comme ça. Là, c'est là où on est allé, en tout cas, vers... c'est un autre pan de l'histoire. Et les années entre 95 et 2002, il y en aurait encore pour 3-4 heures. Là. Oui. C'est un autre monde. On n'est plus dans le domaine vraiment du jeu ou quoi que ce soit. Mais moi, je disais toujours, puis je le pense encore, puis je trouve ça effrayant quand je vois ce qui se passe. Là. On sait bien qu'est-ce qui se passe. J'avais cette formule, je disais, un jour, il y aura des peuples programmeurs, puis il y aura des peuples programmés. Puis ça, je disais ça à une époque où tout le monde écoutait Gilles Vigneault, Natasha Kwan, le retour à la terre, le retour tu sais, on était... Le mouvement, en tout cas pour moi, l'élection du Parti québécois en 1976, c'était comme le début d'une ère moderne. Ce qu'on avait comme entrevu à l'Expo 67, donc 10 ans plus tôt, qui s'avait percolé tranquillement pendant 10 ans de temps, était maintenant arrivé. On rentrait dans une ère moderne où le Québec, avec sa situation géographique, près des Américains, près de la technologie, pas encombré par un passé lourd et tout ça, enfin pouvait se manifester à l'échelle mondiale. Et moi, je leur disais toujours, la France est à nous. Là. Je disais, ils sont tellement en retard sur nous autres. On peut aller beaucoup plus vite qu'eux, puis on peut... on peut... Mais ils se sont rattrapés. Et voilà. Beaucoup des activités de Logidisc sont un peu le prolongement de cette vision-là, de cet engagement-là. Quand on les regarde rétrospectivement, on se dit, ben oui, c'est cohérent. Il y a un moment d'affirmation. Ben voilà, on fait du logiciel en français et tout. Est-ce que vous trouvez que les jeux vidéo ont peut-être raté le bateau sur les contenus culturels? Est-ce que vous trouvez qu'il y a plein de jeux vidéo, il y en a plein qui sont faits au Québec, mais est-ce qu'ils abordent des thèmes? Est-ce qu'ils touchent l'identité québécoise? Est-ce qu'ils touchent la culture québécoise? Il y en a peut-être peu. Oui. Ben, en fait, c'est bizarre parce que le côté cinématographique a comme évacué le côté culturel. En fait, il y a maintenant un grand espace entre les deux. Je ne sais pas comment ça va se résoudre. Sans doute que ça ne durera pas longtemps. Ça va être comme... on va finir par se rabouter l'un à l'autre. C'est inévitable. Puis quand vous dites ça, c'est parce qu'à l'époque où les jeux étaient plus textuels, il y avait plus de place pour des contenus plus culturels? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne réflexion, effectivement, parce que ça permettait une écriture
une certaine forme de nouveau roman, une nouvelle façon de raconter une histoire. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement aurait pu faire les choses différemment, soit en reconnaissant une certaine valeur culturelle, parce que je pense qu'il y avait ça un peu dans la décision de l'Université de Montréal de ne pas vous permettre un double cursus littérature et ordinateur informatique. Ouais. C'est comme cette idée que c'est deux mondes différents, que l'informatique, ça fait partie, puis le jeu vidéo, ça fait partie du monde technologique, mais pas du monde culturel. Oui, mais ça a beaucoup évolué depuis, là. Je veux dire, la fameuse secrétaire, je pense qu'elle a pris sa retraite. et on a plus de flexibilité aussi au niveau du travail universitaire et tout. Sauf que j'arrivais à bien mauvais moment, là. C'est comme... je leur annonçais quelque chose que peut-être 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, ils auraient été contents d'avoir l'annonce. Mais là où il y a eu une espèce de moment crucial, c'est que dans les années 74-75, ou 73, c'est difficile de mettre des dates, là. À un moment donné, je me suis parti, puis je suis allé en Californie, à Silicon Valley, rencontrer Steve Jobs puis Steve Wozniak. Je me suis dit, ces gens-là font un appareil qui m'intéresse beaucoup. Après votre Apple II dans la voiture, là, à partir de ça. Tout de suite après mon Apple II dans la voiture. Là. Je suis dans la programmation, je découvre un monde, là. Je découvre un univers, autant un univers intérieur aussi, parce que quand tu programmes, puis qu'à un moment donné, tu regardes dehors, puis tu te dis, mon Dieu, d'habitude, le soleil ne se couche pas là. Et que tu t'aperçois qu'effectivement, il ne se couche pas là parce que c'est le soleil qui se lève. C'est pas le soleil qui se couche. Tu as passé la nuit à programmer. Et tu t'en es même pas aperçu. C'est comme une espèce de monde intérieur et tout. Mais j'avais rencontré les gens d'Apple. Ils avaient des bureaux qui étaient comme un condo commercial, là, mais c'était pas grand, là. Et... j'avais eu bien du fun avec eux autres. On avait beaucoup jasé. C'est eux autres c'est Wozniak qui avait dit « How come a smart boy like you writes in French? » J'avais parlé des difficultés d'écrire en français avec les claviers et tout ça. Il m'avait dit... Puis là, je m'étais aperçu qu'il ne savait même pas qu'il y avait des francophones au Québec, là. Je veux dire, on a fait du chemin depuis ce temps-là, mais en tout cas... Alors, il me dit ça, puis... on parle, on jase, on fait toutes sortes de choses. Puis, à un moment donné, il dit, bon, ben, tu veux voir quelque chose? Il va à telle place, sur telle colline. OK, j'avais mon auto loué, je pars, je m'en vais sur la colline. Il y a une école ronde. Tu sais, dans ce temps-là, on faisait des innovations. Alors, c'est une école ronde, puis je rentre à l'intérieur, il y a un concierge qui est là, puis il y a des partitions, mais toutes les partitions sont toutes entassées à la même place. L'école est comme une sorte de grande agora. Je dis au gardien, je ne sais pas pourquoi, là, les gars d'Apple ont voulu se moquer de moi ou ils voulaient se débarrasser de moi. Fait qu'ils m'ont envoyé ici pour rien, sans doute. Ah ben, il dit non, il dit, attends, dans 5 minutes, il dit, ça s'en vient. Je dis, comment ça? Il dit, oui, assieds-toi à côté de moi. Et là, il y a des autobus jaunes, tu sais, 2 gros autobus jaunes qui montent péniblement jusqu'en haut de la colline. Les portes s'ouvrent, il y a des enfants qui sortent de là, mais tu sais, des enfants du primaire, là. Et ils sortent en courant, ils rentrent dans la pièce. Là, les panneaux qui étaient devant les fenêtres s'enlèvent. Il y a plein d'ordinateurs, des Commodore PET, on appelait ça, des Commodore PET, des Commodore 64, des Radio Shack, des Apple, tout ce que tu peux imaginer, toutes les marques, des Sorcerer, des marques qui n'existent plus. Et à 2-3 par appareil, ils sautent sur l'appareil puis ils commencent à pitonner, à jouer à des jeux, à faire toutes sortes de choses, là, à aller chercher dans l'ordinateur, puis à faire des choses à l'ordinateur. Et là, je me suis dit, bon, je regarde, mon Dieu Seigneur, je dis, je vois l'avenir. Parce que ces jeunes-là, là, quand ils vont avoir mon âge, l'informatique, pour eux, c'est pas quelque chose d'exotique, là.
c'est pas une découverte extraordinaire qui nous tombe du ciel, c'est pas un miracle. Ça fait partie de leur vie. Et c'est ça qui s'est produit finalement. Et c'est ça que je disais puis toujours aux gens du gouvernement, puis dans les conférences que je faisais, c'est on ne pourra pas passer à côté de ça. On ne pourra pas. C'est impossible qu'on passe à côté de ça. Puis ce que vous prenez pour un jouet maintenant, demain, c'est ce qui va mener le monde. Puis... Donc, c'était la technologie, mais c'était aussi même pas nécessairement que la culture qui existe se déverse dans l'informatique, mais simplement une culture informatique. Une culture informatique. Une culture informatique et des possibilités que cette culture informatique-là ouvre tout à coup. Et l'intelligence artificielle, l'IA, là, pour un créateur, devient très, très intéressant. Dangereux, mais intéressant. Bien, tout ce qui est intéressant est dangereux, non? Alors non, c'est... Je me tuais vraiment à leur dire ça. Ouais, j'ai essayé d'en convaincre beaucoup. J'ai même eu des dirigeants syndicaux là, qui ont mis le poing sur la table. Là. Elle va voler des jobs. Oui, la nouvelle technologie, puis les craintes de changement. Puis de je leur rappelais le président américain qui était allé en Chine, puis il avait rencontré Mao, puis Mao l'avait amené le long d'un canal qui était en train d'être creusé à la pelle par des Chinois. Puis le président américain, je ne me souviens plus lequel, là, avait dit, mais pourquoi ils font ça à la pelle? Là? Je veux dire, il n'y avait pas de pelle mécanique. Mais Mao a répondu, oui, mais ça crée de l'emploi. Alors le président américain a dit, vous devriez leur enlever les pelles, leur donner une cuillère. Ça prendrait bien plus de monde, ça créerait encore plus d'emplois. Mais par l'absurde, on comprend que c'est reculer, c'est impossible. Tu sais, c'est comme par l'absurde, là. On voit bien que c'est impossible. Ouais. J'ai une dernière question à vous poser. Les efforts de préservation, de patrimonialisation même du jeu vidéo ou de l'informatique en général, vous avez édité de nombreux logiciels. Il y en a plusieurs qui sont peut-être encore sur des disquettes dans la nature, des disquettes envoyées chez Canadian Tire qui sont disparues. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a un devoir du gouvernement, des institutions publiques de préserver cette histoire, cet héritage-là? Est-ce que c'est transitoire, ça peut disparaître? Est-ce qu'on en fait assez? Je ne sais pas s'il y a un dépôt légal maintenant pour ça. Il n'y en a pas toujours, non? En général, c'est le problème du dépôt légal. C'est que c'est évidemment le fardeau, c'est l'éditeur qui l'a, c'est pas le gouvernement qui l'a. Je ne sais pas où sont passés tous ces logiciels qu'on a fait. Je ne sais même pas comment ça se fait que je ne les ai pas gardés. On était tellement dans une course qu'on ne regardait jamais en arrière. On était toujours en train de développer quelque chose de nouveau. Il y avait quelqu'un qui arrivait et qui disait... je me souviens d'un logiciel, c'était le jeu du chômeur. Il y avait beaucoup de chômage à l'époque. On avait fait un jeu du chômeur. C'était une espèce de bureau avec des ascenseurs, puis des portes, puis les gens devaient trouver le bon... C'était un labyrinthe abstrait. Il fallait trouver le moyen de se rendre jusqu'au patron pour avoir la job. Alors... Mais c'était à peu près pas jouable. Parce qu'il aurait fallu qu'on le développe un peu plus. On a fait d'autres choses. Donc, il y avait une espèce de mentalité qu'on faisait des logiciels, mais qui pourrait croire que ça pourrait intéresser quelqu'un plus tard pour la pérennité, pour la postérité, etc. C'était pas du tout comme l'écrivain qui écrit son livre. L'écrivain fait la même chose. Hein? Ah oui? Oui, oui. L'écrivain, il écrit son livre en général, à moins d'avoir une écriture commerciale. Là. Je vais faire un roman policier qui se parle de telle chose. Là. Ou comme les Américains font, on va faire un livre sur les pompiers parce qu'il y a, je ne sais pas moi, 2 millions de pompiers aux États-Unis. Fait qu'on est à peu près sûr d'en vendre 2 millions d'exemplaires. En tout cas, 1 million, 1 sur 2, 1 million d'exemplaires. Alors, non, quand un écrivain fait un livre, il le fait à partir de soi et pas nécessairement parce qu'il pense que ça va plaire. Mm-hmm. En tout cas, pas moi. Moi, je fais ça parce que je pense que c'est important de le faire. Oui. Oui.
Je comprends puis j'apprécie. Ma question allait un peu ailleurs, c'est-à-dire, mais c'est intéressant. Ma question, c'était plus, est-ce que vous avez l'impression de faire des trucs qui sont de l'actualité, qui va disparaître dans quelques années? Parce que tout était en innovation tellement rapide qu'on faisait des logiciels en ce moment, c'est intéressant, on fait un logiciel, on le publie, on passe à autre chose ensuite. Ou est-ce qu'il y avait vraiment l'idée que ce logiciel-là, il devrait vivre pendant des années et des années? Parce que vu que les machines changeaient tous les 3 mois, peut-être que c'était une Ouais. des raisons qu'on ne voyait pas ça comme un truc qu'on patrimonialise. On voyait plus ça comme... Euh, c'est bizarre, hein, parce que je sais, je sais vraiment pas comment on nous voyait, en fait. Ouais, ouais, je J'avais comprends. un peu un problème à ce côté-là. On était tellement excités, mais vraiment, c'est un cas d'excitation, là. OK, ouais. C'est fou d'être une gang comme ça qui trippe. On pensait vraiment pas, on pensait même pas à conserver les choses. On disait que ce qu'on allait faire allait être meilleur encore que ce qu'on avait fait. Alors, on était dans un processus d'évolution perpétuelle. On, on allait. Je- c'est un peu étrange parce que l'intervention gouvernementale aurait pas dû se situer là où on pense qu'elle devrait se situer. Je veux dire, la meilleure intervention, c'est encore acheter des produits qui sont des produits d'ici. Et ça a l'air ridicule de dire ça, puis tout le monde dit, ben oui, mais c'est aberrant quand on voit les dépenses gouvernementales de s'apercevoir qu'on achète des produits étrangers, mais en grande, grande quantité. Euh, Même maintenant, là où il y a une espèce de relation un peu tendue avec les États-Unis, ça continue quand même. Un des meilleurs clients d'Amazon, je pense, c'était la ville de Montréal. Que, là, tu dis, écoute, tu sais, organisez-vous un peu, là, tu sais, essayez d'être un peu plus... mais, mais, euh, mais ce qui est difficile à comprendre, et surtout quand on a votre âge, c'est que quand on démarre ça, là, on est dans un monde quasiment champêtre, rural. On n'est pas urbain du tout, là. Les Québécois ne sont pas là-dedans du tout, du tout, du tout. Ça prend du temps là, avant d'avoir moins peur de technologie, moins peur du monde des affaires, moins peur de la production. Euh, on était des... Ben, ouais, à 67, ça a fait comme les gens regardant ça, les yeux se sont ouverts. Mais on était surtout des exécuteurs. On recevait des ordres, puis on les faisait. On fabriquait selon ce qui nous était imposé. Et ça a changé. Fort heureusement, d'ailleurs. Et je pense que ça a changé aussi parce qu'on commence à avoir une histoire. On commence à avoir une histoire. On commence à avoir un historique, là. Ouais. Ce que vous faites, là, comme Ouais. travail, de figer un peu dans l'histoire ce qui s'est passé avec le jeu vidéo et avec veut pas, avec le monde de l'informatique, c'est extrêmement important. C'est une importance épouvantable, là. Parce qu'il y a quelques années, je me disais, j'ai pas l'air d'avoir fait tout ça, puis personne ne s'en souvient. Alors, j'avais 2 questions que je voulais vous Oui, poser, puis Bernard vient de les écrire, donc on se les pose toutes les deux. oui. Je connais déjà une partie de la réponse parce que j'ai fait de la recherche préalable, Ah, OK. mais j'aimerais ça que vous l'abordiez. La question naïve, disons ça comme ça, est-ce que vous êtes allé à Expo 67? Je sais que non seulement vous êtes allé à Expo 67, mais vous avez fait du travail en lien avec Expo 67. Et la deuxième question, c'est, avez-vous vu à l'Expo 67, dans le pavillon tchèque, l'œuvre qui s'appelle A Man in His World, film interactif? Oui, oui, dans les deux cas. L'Expo 67, j'ai eu la chance inouïe l'ONF engageait pour l'été. L'été de l'Expo 67, ça commençait au mois de comme mars, fin mars, ou quelque chose comme ça, au début avril, puis ça se finissait fin novembre, là, parce que c'était comme les 6 mois que durait l'Expo. Et la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est que les écoles servaient d'hébergement, de lieu d'hébergement pour les... en tout cas, on n'avait pas assez d'hôtels pour tout le monde. C'était une époque comme ça. Alors,
Alors, moi, j'étais parmi les 6 à travers le Canada qui ont été pigés pour être là. Et quand il est arrivé le moment de répartir les tâches, on a dit, il y a un monteur ou assistant monteur, on était toujours des assistants, là, assistant monteur, là. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur, chambre noire, chambre fermée pendant tout l'été, un été de 6 mois, dans ma tête, là, tu sais. Ensuite, en tout cas, technicien au son, en tout cas, il y avait plusieurs trucs. Et il y avait finalement un assistant à la caméra et à la réalisation. C'est un poste qui exigeait de savoir conduire une voiture. Et ma chance, il n'y en a aucun autre des 5 qui savait conduire. Puis moi, j'avais eu mon permis la veille. Alors, j'arrivais avec ma petite auto, une petite Renault, stationné ça là. Puis là, j'ai dit, je conduis depuis 3-4 ans. Là, je veux dire, je leur ai dit, où je suis, moi, c'est comme une ferme, là, tu sais, Belleuil, Saint-Hilaire, tout ça. Fait qu'on est habitué de conduire très tôt, même quand on n'a pas notre permis, toute l'affaire. Mais là, j'ai mon permis, Fait qu'ils m'ont dit, bon, c'est toi qui vas servir d'assistant. Et là, je me suis retrouvé avec une station wagon américaine, là, mais tellement longue, je ne peux pas imaginer. Sur le toit, ils avaient vissé une feuille de plywood 4x8, une feuille 4x8 au complet, vissée, puis ça nous servait pour aller filmer à partir de là. Alors, puis je devais faire les foyers, enfin, une des tâches que j'avais qui m'a le plus traumatisé, je devais faire le foyer, mais à distance. C'est-à-dire que c'était pas réflexe, là. On n'avait pas comme maintenant, ça ne s'ajustait pas tout seul. Alors, je regardais, il était à combien de pieds? Il était aux 3 pieds et demi. Il était à 3 pieds et demi. Puis là, on voyait au développement, c'était correct. Alors... vous aviez couvert Expo 67 dans le cadre de vos fonctions à l'ONF. Oui, l'avantage que j'ai eu, c'est que très tôt, j'ai eu ma carte de presse. J'ai été validé par la Gendarmerie royale parce que j'étais pour être en contact avec des personnalités étrangères. Et très tôt, j'étais sur le voyage de Gaulle au Québec. Alors, je l'ai suivi de Lens au Foulon, où il a débarqué, jusqu'à Dorval, où il a repris l'avion persona non grata. Là. Incluant son adresse. Et c'est moi qui ai fait le foyer. Alors, c'est un peu flou. À chaque fois que je le vois, « Vive le Québec libre! » Ah, je me dis, mon Dieu Seigneur, j'aurais donc dû mettre... de rapprocher un peu. C'est incroyable. Alors j'ai fait ça. J'ai travaillé avec beaucoup de monde, là, avec beaucoup de cinéastes, sur beaucoup de films différents. Puis avez-vous un souvenir de A Man in His World qui avait été projeté, qui est un film interactif à l'Expo 67 dans le pavillon tchèque? Est-ce que vous l'aviez vu? Qu'est-ce que... Bon, c'est l'histoire de ma vie, là. J'avais ma carte de presse. Alors, je ne faisais pas la queue comme tout le monde. Mm-hmm. Mais c'est un avantage et un inconvénient. C'est que j'y allais comme le buffet ouvert, là. Fait que moi, je rentrais, tout le monde était là derrière. Moi, je passais tout de suite, je regardais, je ne m'attardais pas, je ressortais aussi vite, j'allais en voir un autre, en tout cas. J'avais une caméra aussi de l'ONF, une Nikon, là. Et on avait des travaux à faire, comme aller photographier du monde et tout ça. Et c'était l'époque de... comment il s'appelle, le fameux film, là? Le fameux photographe, là... je ne sais pas comment répondre à ça. Mais... Non, c'est avant vous autres. Là, c'est sûr, mais on essaie d'étudier quand même notre histoire. Mais bon, bon, enfin. Mais donc, vous aviez vu ça un peu en rafale. C'est pas un moment définitif qui vous a super influencé dans votre vie. J'ai vécu ma vie en rafale. OK, d'accord. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en rafale.
J'arrive pas à imaginer qu'il y a des gens qui peuvent se reposer à un moment donné. Là, présentement, on vient de sortir un Claude Gauvreau, là, un album Claude Gauvreau. Non, non, on est actif, là. Mais c'est comme... Je regrette un petit peu de ne pas avoir gardé les... J'avais une Sélectrique IBM que j'avais acheté comme écrivain. Et, tu sais, c'est le truc à boule, là. Moi, je trouvais que quand on veut faire quelque chose dans la vie, on achète les outils qu'il faut pour le faire. Même quand on n'a pas d'argent, puis même quand on ne mange pas de steak pendant 3 mois, juste parce qu'on s'est acheté une... Alors, je l'avais acheté chez IBM, évidemment. On ne vendait pas ça dans les magasins. Et quand je suis arrivé chez IBM pour le payer, ils ont dit « Ah non, on va vous envoyer une facture. » C'est corporatif. Alors, je me suis retrouvé, j'ai payé la facture, par exemple, et je me suis retrouvé avec la machine. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est que quand on a une machine à écrire, les touches se prennent l'une dans l'autre. Puis, alors, c'est très difficile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordinateur, mon Apple, puis je l'ai interfacé avec la Sélectrique en mettant des aimants en dessous des touches. Alors, l'ordinateur tapait à la machine les textes, ce qui me donnait un bon résultat. Puis là, j'avais mes fameux accents beaucoup plus facilement qu'autrement. Mais j'avais pas vraiment été... j'avais pas vraiment, comment dire, ralenti l'interface. Et ça y allait comme ça, tu sais, ça sortait comme ça d'un bord puis de l'autre. Et à un moment donné, ça a fait « Oh! » Oups. Alors, j'ai appelé IBM. J'ai dit il va falloir m'envoyer un technicien. J'ai dit votre appareil vient de s'arrêter. Alors, ils m'ont envoyé un gars, mais tu sais, le gars, il avait un veston bleu, une chemise blanche, une cravate rouge, des pantalons en laine. Il faisait chaud à part ça. Et il marchait parmi les poules qui se promenaient tout autour de la maison. Il y avait des poules partout. Et qui dit poule, dit crotte de poule. Alors, et là, il rentre, puis là, je monte ça, je dis, ça ne marche plus, ça. Fait que là, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai dit, je l'ai branché à mon ordinateur. Et il dit, il faut que vous me montriez ça. Ben, j'ai dit, voyons, chez IBM, on a dû vous montrer ce que c'était qu'un ordinateur personnel. Il dit, non. Il dit, on n'est pas rendu là. Je veux voir. J'ai expliqué ce que c'était que... Tu expliques ça à un technicien d'IBM, ce que c'est qu'un ordinateur personnel. Et là, il ouvre la main. Là, il dit, mais c'est épouvantable. C'est effrayant. Mais il dit, est-ce que c'est interdit dans le manuel de l'utilisateur de faire ça? Il dit, ça s'est jamais fait. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Ben, je dis, réparez-moi ça. C'est sous la garantie. Ah là là. Une drôle d'époque. Une drôle d'époque. Une drôle d'époque. On serait prêt à conclure cette entrevue fleuve, très riche. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose dont on n'a pas parlé, que vous voudriez qu'on parle? Je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais disons, pour arriver à un certain mot de la fin. Ouais. Mais je pense que le plus important, ça a été la fameuse vision des enfants du primaire qui se précipitent sur les ordinateurs. Je pense que c'est vraiment... ce qui a été marquant dans ma vie, là, c'était vraiment ça, là. Et moi, si je regardais en avant, j'avais des enfants qui étaient à l'ordinateur. Si je regardais en arrière, j'avais des curés en soutane en train de donner des cours d'une platitude totale en écrivant au tableau à la craie, là. Je me disais, c'est-tu merveilleux? Je pensais jamais que je survivrais au collège classique. J'étais convaincu que je ne survivrais pas à ça parce que je me suis dit, si le monde extérieur est pareil comme ce monde-là dans lequel j'ai été plongé contre mon gré, ben à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de vivre. J'étais rendu là. J'étais vraiment rendu très, très... Mais
quand c'est arrivé, quand ça a explosé, l'Expo 67, l'informatique, en fait, tout ce monde-là, ça a tellement été vite, ça a tellement été extraordinaire. Je trouve ça merveilleux. J'espère que l'intelligence artificielle va être un espèce de nouveau départ aussi pour les jeunes aujourd'hui là, qui vont découvrir ça. Parce que c'est le fun d'avoir un projet, c'est le fun de tester les limites de la machine, de se coucher en disant, si on faisait ça, si on montait telle affaire, sans doute que ça ne marcherait pas, mais on l'essaye demain. Des trucs comme ça. Ouais. Mais la culture, c'est ça la culture, en fait. La culture, c'est pas les vieilles pierres, là. La culture, c'est les pierres neuves, là. C'est la mine, là. C'est ce qu'on va chercher dans la mine, là. C'est pas ce qu'il y a déjà d'installé, là. Et pour moi, c'est une chose très importante. J'aurais dû peut-être constituer une sorte de petit musée, là. Mais je n'étais pas dans l'esprit. C'est pas dans mon esprit, ça, les musées. Si vous avez des objets à nous confier, on va s'en occuper. On va s'en occuper de les mettre en valeur. Oh, j'en ai presque plus, là. J'ai les petits appareils, là, que j'aime bien. On avait fait, un écrivain et moi, à une époque, on parle de culture, hein. On avait fait un roman où on écrivait ensemble par modem, hein, avec... Wow. On écrivait ensemble le roman. Alors, moi, j'écrivais une phrase, lui écrivait une autre phrase. Moi, j'écrivais une phrase, il écrivait une autre phrase. Ça plantait régulièrement, et puis rien qui marchait. Mais c'était la messagerie avant le temps, là. C'est-à-dire, on pouvait s'envoyer des messages. On découvrait ça tout à coup. Oui, il y avait quelque chose de fascinant. Moi, je me souviens des babilleurs électroniques. Oui, on découvrait qu'il y avait des gens qui postaient des messages, qui vivaient des choses. On partageait des éléments de culture des fois, les groupes qu'on écoutait. Voilà. Alors, mais là maintenant, ça va encore une fois s'accélérer, là. En tout cas, à moins que quelqu'un décide de peser sur le bouton puis qu'on disparaisse tous, là. Demander des licences, des brevets.